Donc, OK. Donc, écoutez, tout le monde voit bien la présentation. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, on va parler de microdosing et de substances psychédéliques aujourd'hui. Mon nom est Nicolas Garrel. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai pas d'atténuation de biais à faire. Puis, on va parler aujourd'hui de clarifier la définition de c'est quoi les substances psychédéliques, puis c'est quoi le microdosing. On va s'approprier les données scientifiques actuelles sur le microdosing. On va identifier les motivations et les profils d'utilisateurs de microdosing. Puis, on va utiliser une approche clinique adaptée pour accompagner les jeunes adultes. C'est surtout eux qui vont nous parler de microdosing en intégrant des stratégies de prévention et de réduction des méfaits. Donc, on commence avec un quiz. Donc, selon vous, quelles sont les motivations les plus couramment rapportées par les utilisateurs de microdosing? Augmentation de la créativité, favoriser le sommeil et l'appétit, favoriser un sentiment de bien-être, A et C, ou toutes ces réponses. Je laisse encore une petite minute. On a déjà 23 personnes qui ont répondu, donc on va passer à la prochaine question. OK. Stop sharing. Toujours un peu de misère avec le poll. Donnez-moi un instant. OK. Quels sont les risques potentiels associés avec le microdosing chez les jeunes? Problèmes d'attention et de concentration, problèmes cardiaques, inconfort physiologique, anxiété et détérioration de l'humeur, toutes ces réponses. Ah, là, c'est beaucoup moins partagé, là, comme, tout le monde a répondu. Je vais finir la pause. OK. Donc, on se lance dans la capsule. Donc, je pense que force est de constater là, qu'il y a un très grand engouement sociétal. Je suis sûr que, bon, toutes les semaines, vous lisez un article dans la presse, Le Devoir, la BBC, le Guardian, New York Times, sur les psychédéliques. C'est vraiment, là, certains parlent de révolution en santé mentale, en santé intégrative, holistique. Le livre de Michael Pollan là, que j'ai mis, How to Change Your Mind, a été tiré à des millions et des millions d'exemplaires. Donc, c'est vraiment un sujet très chaud, là, à un niveau sociétal. Les patients nous en parlent, les médias en parlent. Ça a même fait partie de la campagne électorale aux États-Unis. Donc, écoutez, tu sais, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a un très grand engouement chez les jeunes aussi. Puis, juste pour vous donner un peu à quel point là, on est face à un tableau qui change de prévalence. Il y a une étude aux États-Unis qui est une étude assez connue qui s'appelle Monitoring the Future Study, qui regarde là, la consommation de substances chez des adultes âgés de 18 à 30 ans, qui fait cette étude-là est annuelle depuis 35 ans. Et on a démontré là, que dans les dernières années, la consommation d'hallucinogènes chez les adultes avait doublé entre 2018 et 2021. Je clarifie ici que ce n'est pas dans des contextes médicaux, mais récréatifs, ou du moins hors contexte médical, puis que jusqu'à 8% des adultes avaient déclaré avoir consommé des hallucinogènes au cours de la dernière année, qui est la prévalence la plus élevée de consommation chez les jeunes adultes depuis le début de l'enquête où c'est monitoré, donc depuis 35 ans. On avait des prévalences stables là, de qui avait utilisé ces substances-là dans la dernière année pendant 25 ans. Puis là, depuis 10 ans, ça a vraiment explosé. Donc, c'est quoi un psychédélique? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un néologisme. Donc, c'est un terme qui a été inventé au Canada par un psychiatre qui utilisait le LSD dans des contextes de troubles d'usage d'alcool, Humphrey Osmond, à partir des mots grecs psyché, esprit, âme et délos, révélé, manifesté, donc les révélations de l'esprit ou de l'âme. Puis, c'est des substances qui sont vraiment utilisées au centre de plein de sociétés traditionnelles, dans des contextes religieux ou mystiques, ritualistiques, dans plein de cultures, là, vraiment surtout au niveau de l'Amérique centrale puis du Sud depuis des milliers d'années.
C'est des substances qui, quand on parle d'un psychédélique classique, puis là, je pense qu'il faut juste définir les termes, parce que vous allez voir ça, ces termes-là, c'est quoi un psychédélique classique versus des psychédéliques atypiques. Les psychédéliques classiques, on dit que c'est des psychédéliques sérotoninergiques, donc ils vont avoir un effet sur la sérotonine dans le cerveau. Puis on parle donc de la psilocybine, l'agent actif dans les champignons magiques, le LSD, le DMT, et l'agent actif dans le breuvage traditionnel d'ayahuasca, puis la mescaline. On pense que c'est toutes des substances, en fait, on ne pense pas, maintenant on le sait, que c'est toutes des substances qui agissent sur le même récepteur de la sérotonine, puis c'est ce qui les catégorise en une classe de psychédéliques classiques, donc des substances qui vont venir agoniser, activer le récepteur 5-HT2A, qui est un récepteur très spécifique du système sérotoninergique. Puis on le sait en fait que c'est ce récepteur-là qui est le siège de l'activité ou de l'expérience psychédélique, parce que quand on bloque ce récepteur-là avec une autre substance, on bloque complètement l'expérience psychédélique dont on va parler. Quand on va activer ce récepteur-là, ce qui va se passer, puis ça, c'est vraiment des macrodoses, pas des doses micro, là, mais quand on donne des doses là, exactement de macrodoses, on entraîne une déstabilisation complète de comment les aires corticales communiquent les unes avec les autres. Donc, ça crée une excitabilité neuronale importante, puis le cerveau communique de façon un peu plus désorganisée, puis les réseaux neuronaux commencent à communiquer plus ensemble, ce qui va être en fait vraiment ce qui va déclencher les effets perceptuels, émotionnels, identitaires, mystiques. Donc, c'est des expériences qui sont très importantes là, que les gens vont rapporter, où ça touche pas juste la perception de l'environnement, l'altération des couleurs, de la température du corps, mais ça peut vraiment entraîner des expériences très fortes à un niveau émotif, cognitif, identitaire. Donc, on pense qu'au niveau thérapeutique, c'est des substances qui vont créer ce qu'on appelle de la neuroplasticité. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est plus de connexion, de connectivité entre les neurones. Puis si on voit les maladies mentales réfractaires ou résistantes ou chroniques comme la dépression, les troubles anxieux ou la consommation, les troubles d'addiction, comme une espèce de stress chronique sur le cerveau qui entraîne une atrophie, une perte de connexion entre les neurones, mais de donner des substances qui réaugmentent une connectivité normale, ça plaît à l'esprit de se dire, OK, ben c'est probablement comme ça que ça peut entraîner des effets antidépresseurs, de plus grande flexibilité cognitive, des gens qui sont plus capables de faire des liens en thérapie. Donc, c'est un peu les mécanismes thérapeutiques là, qui sont proposés dans les études précliniques animales où on donne des psychédéliques à des souris, on les prend, malheureusement, on les tue, on coupe leur cerveau, on regarde leurs neurones, puis on voit qu'il y a eu une arborisation dendritique augmentée. Il faut rappeler le statut légal au Canada, c'est des substances qui sont illégales, sauf dans des programmes de recherche ou par le programme d'accès spécial de Santé Canada. En janvier 2022, Santé Canada a ouvert les psychédéliques comme traitement expérimental qu'un médecin peut demander quand tout a été échoué en termes d'intervention. Les antidépresseurs n'ont pas marché, la psychothérapie n'a pas marché. Mais là, on peut faire une demande à Santé Canada comme médecin où on demande l'accès à avoir des substances psychédéliques dans un contexte thérapeutique pour essayer de traiter des conditions résistantes, réfractaires. Donc ça, on peut faire ça au Québec depuis 2022. Puis aussi, on peut avoir des psychédéliques dans des programmes d'accès à la recherche. Je pense qu'il faut rappeler ce statut légal-là, parce qu'on en parle tellement dans les médias que des fois, on perd un peu la notion que ben, c'est des substances, encore une fois, qui sont considérées comme illégales. Puis je vous dirais que moi et mes collègues, on a de plus en plus vent d'intervenants ou de gens qui accompagnent des patients qui sont dans des ordres ou pas, de conseiller même ou de recommander ce type d'intervention-là, ou même de prendre ces substances-là, puis que ça pourrait les aider à un niveau anxieux-dépressif. Il faut savoir que c'est complètement illégal de recommander ça. Puis l'autre chose qui fait que des fois on parle le statut là, illégal de ces substances-là, c'est que ben, avec notre crise des opioïdes, notre crise tu sais, du fentanyl, du cristal meth, les policiers tolèrent relativement là, les psychédéliques parce qu'effectivement, il y a des conséquences beaucoup moins graves à un niveau sociétal pour la santé que d'autres types de substances qui sont en train de ravager nos rues là, puis nos milieux. Donc,
À Toronto, à Vancouver, il y a même des magasins qui ont pignon sur rue, des magasins ouverts qui vendent des champignons qui sont tolérés par les corps policiers. À Montréal, il y a un magasin qui a essayé à l'été passé, puis se sont fait fermer assez rapidement par le SPVM. Donc, c'est quoi le microdosing? C'est utiliser des doses faibles de psychédéliques sans effet hallucinogène marqué. Donc, le but est de prendre une assez petite dose pour pas qu'il y ait d'altération des perceptions, pour pas qu'il y ait de changement à un niveau visuel perceptif. Donc, que la personne ne le sente pas nécessairement de façon forte. Il faut vraiment qu'on dit que c'est subperceptuel. Ça n'entraîne pas de modification de la perception. C'est un concept qui est peu défini scientifiquement. Puis, on dit, selon les protocoles, que ça va d'un cinquième à un vingtième d'une dose récréative ou d'une macrodose. La fréquence typique, c'est généralement 2 à 4 fois par semaine. Je vous dirais que le protocole le plus utilisé par les microdoseurs, c'est souvent une journée je le prends, une journée je le prends pas, une journée je le prends, une journée je le prends pas. Donc, dans une semaine, on va le prendre le lundi, le mercredi, le vendredi. On fait une pause la fin de semaine, puis après, on recommence. Puis les périodes de dosage varient des gens qui vont le faire une semaine, puis qui ont l'impression qu'ils ont des bienfaits après pendant 2 mois, à des gens qui vont le faire de façon un peu continue pendant 2 ans. Les motivations, les effets escomptés les plus rapportés par les utilisateurs, c'est une augmentation de la concentration, une augmentation de l'humeur, du bien-être, pas nécessairement traiter des symptômes dépressifs, mais juste augmenter son humeur, se sentir plus positif, se sentir plus sociable, un peu comme on prendrait un verre de vin, se sentir plus habile interpersonnellement, plus détendu dans un contexte de fête, des gens plus à un niveau artistique ou de créativité, sentir vraiment qui ont une plus grande capacité à innover, à créer, à penser un peu outside the box. Aussi des gens qui vont rapporter une plus grande énergie, une énergie mentale, mais physique aussi. Puis il y a des gens, là, on tombe plus dans un côté de s'auto-traiter, ce qui fait toujours plus peur pour les intervenants et moi-même et tout le monde dans le milieu, parce que ça, c'est dans des contextes comme ça qu'on ne peut pas s'orienter vers des thérapies plus conventionnelles, classiques, bien étudiées, mais des gens qui vont prendre ça pour traiter leurs symptômes dépressifs, anxieux, arrêter de consommer, parce qu'il y a des évidences, là, des psychédéliques dans un contexte de psychothérapie, dans les troubles d'addiction ou c'est des gens qui vont prendre ça pour diminuer leur douleur. Donc ça, c'est toutes des motivations, des effets escomptés que les gens vont être motivés à prendre des microdoses pour ça. C'est vraiment là, une science en émergence. Il y a peu d'études cliniques robustes. Puis le jury est encore là, à savoir si c'est juste un effet placebo, s'il y a vraiment un mécanisme unique au microdosing. Je vous dirais là, vraiment que quand on regarde toutes les études qui ont été publiées là, au courant des dernières décennies, on parle de pas plus d'une vingtaine d'articles expérimentaux, quasi expérimentaux, qui ont été publiés, qui utilisent des méthodologies vraiment diverses allant de juste l'analyse ethnographique à des études rigoureuses en double aveugle, où les gens ne savent pas s'ils prennent du microdosing ou un placebo. Puis, ce que je peux vous dire, là, c'est que les résultats sont super contradictoires et surtout, ça vient surtout des designs méthodologiques. Donc, quand on fait des enquêtes sur Internet, on ouvre un sondage, puis on demande aux gens, ben, si vous microdosez, venez nous dire qu'est-ce que ça fait. Souvent, dans ces collectes-là de données, c'est très positif. Les gens vont rapporter des effets très positifs sur toutes les catégories dont je viens de vous présenter. Quand on fait des études rigoureuses où les gens sont randomisés, puis ils ne savent pas s'ils prennent un microdosing ou du placebo, il y a généralement, voire toujours, pas de différence entre les deux groupes. C'est pas que les deux groupes s'améliorent pas. C'est qu'en fait, les deux groupes s'améliorent. C'est pas qu'il y en a un qui s'améliore pas puis l'autre s'améliore, c'est que souvent, l'effet placebo est aussi grand que l'effet microdosing. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes, ce qui fait qu'on se demande si c'est pas purement par un effet placebo de juste prendre une substance en pensant qu'il y a un effet positif. Puis là, c'est des prophéties autoréalisantes, ce qu'on voit souvent là, en santé mentale, peu importe la pharmacopée. C'est qui les utilisateurs? C'est des étudiants, des jeunes adultes, beaucoup des gens en recherche de performance. C'est très, très prisé. Il y a des influences majeures au niveau des réseaux sociaux. Il y a des groupes sur les médias sociaux qui sont des plusieurs centaines de milliers d'individus qui partagent leurs protocoles, leurs sources, comment, pourquoi, c'est quoi les bienfaits. Puis c'est des grosses, grosses communautés sur Internet. Puis, c'est des jeunes aussi souffrants qui veulent s'auto-traiter. C'est un peu ça les deux types de profils.
Donc, tu sais, différents scénarios. Vous pourriez avoir un jeune, un étudiant au cégep avec un TDAH qui veut s'auto-traiter, prendre du microdosing pour mieux performer à l'école, un patient avec de l'anxiété sociale qui veut prendre du microdosing pour se sentir mieux en contexte social comme une alternative aux antidépresseurs, un universitaire étudiant dans un programme d'art qui va être plus créatif, un adolescent qui veut diminuer sa consommation de THC. Donc, on a vraiment différentes motivations puis profils d'utilisateurs qu'on rencontre, là. Les risques, les effets secondaires, puis je pense que c'est là où, tu sais, où si vous êtes attentif, c'est là où vous pouvez partager avec vos patients, vos gens que vous suivez qui microdosent. Il faut savoir que même si le packaging, le branding est beau, puis ça a l'air là, d'être de grade pharmaceutique, là, j'ai vu des pots, là, moi, c'est des pots qui sont vraiment étiquetés avec des capsules. On a vraiment l'impression là, que ça a été fait dans des usines de grade pharmaceutique. C'est des produits qui sont avec des dosages imprécis, non contrôlés, qui sont non réglementés, avec plusieurs potentiels de contaminants. C'est pas parce qu'on a un pot qui dit que c'est 0,1 microgramme d'LSD que c'est vraiment ça. Puis on a d'ailleurs des patients qui nous ont rapporté que pour le même pot, supposément la même dose, mais il avait pris un comprimé un matin, puis là, au travail, il sentait là, que l'écran d'ordi bougeait, il voyait des couleurs, une augmentation de l'anxiété. Donc, c'est vraiment des dosages imprécis, là. Les effets secondaires, sont vraiment, il y en a plusieurs. Donc, des gens peuvent dire que ça a augmenté leur anxiété, ça a détérioré leur humeur, ça crée des sentiments d'agitation, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Donc, des gens qui n'avaient pas de problème de sommeil développent des insomnies initiales ou un sommeil qui est plus fragmenté. Des gens qui vont rapporter vraiment là, un inconfort physiologique, perceptuel, désolé pour la faute d'orthographe, ou même si le but est d'être à des doses subperceptuelles, donc sous-perceptuelles qui n'entraînent pas de modification à ce niveau-là, ben comme je vous disais, c'est des dosages imprécis. On est tous différents en termes de métabolisme. On métabolise les substances de façon différente. Donc, c'est peut-être sous-perceptuel pour quelqu'un, mais pas du tout pour l'autre. Donc, tu sais, on prend ça, on a l'impression que ça va nous aider à avoir un examen, une présentation orale. Tu sais, il y a vraiment plusieurs là, réactions qui peuvent être adverses. Puis des gens qui voulaient prendre ça pour avoir plus de concentration peuvent rapporter plus de problèmes cognitifs, plus de difficultés à se concentrer. Donc, tous les bienfaits rapportés sont aussi les profils d'effets secondaires à l'inverse, là. Est-ce que ça peut entraîner une possible décompensation psychiatrique, de la psychose des manies chez les jeunes vulnérables, des macrodoses, ça c'est clair. Donc, tu sais, mais je pense que c'est important de dire qu'on ne connaît pas les profils de sécurité de microdosing chez chez des jeunes qui auraient des diathèses familiales, des histoires familiales de bipolarité, d'histoires de psychose. Puis c'est des gens, quand ils ont ces histoires-là, ils sont exclus des études. C'est que c'est pas comme si on pouvait dire, ah ben regardez, on prend cette étude-là, la sous-population de patients qui avaient une histoire familiale ou une vulnérabilité à ces décompensations-là, ça s'est bien passé puisqu'ils sont exclus des études. Donc, on est dans le néant de données. Mais ce que je peux vous dire, moi, comme psychiatre d'addiction, j'ai clairement vu des patients décompensés en prenant ces substances-là, plus à un niveau, encore une fois, de haute dose, de microdosing. Mais je suis convaincu qu'à force de prendre des doses répétées de substances qui peuvent jouer sur la sérotonine, on s'expose là, à plus de virages maniaques, c'est clair, un peu comme nos ISRS et nos antidépresseurs classiques, là. Il y a un risque théorique, pas rapporté, mais qui est quand même bien ancré dans la théorie, potentiellement de maladies valvulaires. Donc, je vous ai parlé du récepteur 5-HT2A, mais c'est aussi des substances qui activent d'autres types de récepteurs, dont le 5-HT2B, qui est extrêmement présent sur les valves cardiaques. Puis, il y a des médicaments dans le passé qui ont été retirés du marché secondairement à leur action sur ce récepteur-là, qu'entraînaient des maladies valvulaires. Donc, je vous dirais que souvent, là, un jeune, on lui dit, ah, ben, il y a peut-être une vulnérabilité familiale, ça accroche rarement. Quand on parle de potentiel d'anomalies valvulaires, de problèmes cardiaques, on ne sait pas trop. Là, des fois, on peut avoir une attention un peu plus soutenue, je vous dirais. Puis encore une fois, c'est théorique, c'est pas rapporté. Puis il y a des gens qui microdosent depuis 20 ans qui disent que ça leur est jamais arrivé, donc c'est purement théorique. Mais sachez que c'est un risque théorique qui est quand même bien ancré dans une compréhension là, pharmacologique.
Il y a plein d'effets potentiellement d'interaction pharmacologique possibles qui est très mal caractérisé. Est-ce que des gens qui prennent des antidépresseurs puis qui microdosent, on augmente encore plus la sérotonine? Y a-t-il des risques de syndrome de sérotonine, de toxicité à la sérotonine? On ne le sait pas parce qu'encore une fois, c'est très, très mal caractérisé, mais le risque théorique est là. Donc, comment accompagner en tant que professionnel de la santé? Je pense que c'est important d'avoir un questionnement qui est ouvert, qui est intéressé, avec vraiment une motivation de comprendre pourquoi les gens microdosent, c'est quoi leur fréquence, c'est quoi leur source, c'est quoi les attentes, c'est quoi le contexte, puis faire une prévention, réduction des méfaits. Donc, premièrement, moduler les attentes irréalistes, parce que je vous conseille d'aller sur ces forums-là, puis c'est comme si avec le microdose, on pourrait guérir tous les maux de la Terre, là. C'est peut-être un peu modulé s'assurer que les gens, par cette pratique-là, n'évitent pas des tracts de soins bien connus, là. Donc, des gens qui disent, ben moi, je vais m'auto-traiter, puis c'est ce qui ça les amènerait de pas consulter un psychologue, un médecin, un thérapeute, un intervenant psychosocial. Souligner les incertitudes scientifiques, donc on ne sait pas vraiment si ça marche pas, qu'on ne connaît pas vraiment les risques, que toutes que les choses qui sont rapportées dans des livres, qui sont vendus, là, maintenant j'ai appris là, à la radio dernièrement, c'est ça, il y a des coachs de microdosing, c'est vous dire, là, c'est des spécialistes de microdosing, je ne sais pas ils s'enquent sur quoi, mais en tout cas c'est des coachs. C'est que tout ça pour dire qu'il y a comme il y a de quoi éduquer nos patients puis nos clients pour qu'ils soient ancrés dans des attentes réalistes puis qu'ils comprennent là, qu'il y a des profils de sécurité qu'on ne connaît pas. Pour aborder le concept du set and setting, donc ça, c'est un concept qui m'est cher. C'est qu'avec les psychédéliques, autant en macrodosing, mais je pense qu'en microdosing aussi, puis c'est probablement pour ça qu'on peut voir ces profils de risque-là, c'est que je crois que c'est des substances qui peuvent vraiment augmenter la sensibilité à nos états internes. Donc, on a vraiment des données, puis moi, dans mon appréciation des dernières années à utiliser ces substances-là, ça peut vraiment venir intensifier des états émotionnels préexistants. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de crainte face à des gens qui sont déprimés, qui veulent s'auto-traiter, que c'est des types de substances qui pourraient détériorer au niveau de l'humeur, ou s'ils veulent s'auto-traiter au niveau de l'anxiété, qui va exacerber l'anxiété, parce que c'est vraiment des substances qui en augmentant cette sensibilité à notre monde interne, puis au monde externe aussi, donc à notre environnement externe, ben c'est sûr que si on n'est pas bien, on est dans un mauvais setting, la prise de ces substances-là peuvent amener plus de risques. Donc, je vous donne des exemples. C'est sûr que si on a une modification perceptuelle, on perçoit l'environnement différent. Si on est dans son salon avec son meilleur ami qui n'a pas consommé, qui est rassurant, versus qu'on est dans un party avec plein de monde qu'on ne connaît pas, il y a de la musique forte, des stimuli, c'est clair que ça peut moins bien se passer dans le deuxième scénario. Donc, je pense qu'au niveau de la réduction des méfaits, ce concept de set and setting, puis d'intensification de comment on est sensible à notre environnement interne et externe, c'est important d'en parler et surtout s'assurer que, ben, proposer des alternatives validées, là, que ces substances-là, on ne sait pas si ça va être thérapeutique. Par contre, on sait c'est quoi qui marche dans ces contextes-là. Puis je pense que quand on accueille nos patients, puis on est motivé à bien comprendre leur contexte, souvent ça crée des liens, on peut plus parler d'interventions qui, nous, on pense seront plus efficaces. Donc, message clé, avoir un dialogue ouvert, sans jugement, comprendre les motivations, évaluer le niveau de connaissance, transmettre les informations scientifiques de façon critique. Je pense que ça vaut la peine, puis c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous présenter la différence entre juste des enquêtes sur Internet où tout le monde dit, mon Dieu, que c'est formidable, mais quand on l'étudie de façon rigoureuse, ben, pas vraiment de différence entre des placebos et du microdosing. Ça peut moduler les attentes. Puis expliquer ça, je vous dirais que souvent nos patients ont un intérêt pour ces données-là puis l'importance de l'accompagnement clinique adapté. Donc, on retourne sur les questions. C'est quoi les motivations les plus couramment rapportées par les utilisateurs de microdosing? Vous êtes rendu des pros, donc vous savez que c'est A et C, augmentation de la créativité, favoriser un sentiment de bien-être, parce que c'est pas rapporté là, que ça favorise le sommeil ou l'appétit par nos utilisateurs. Et en effet, toutes ces réponses. Ça peut amener des altérations au niveau de l'attention, de la concentration, potentiellement des problèmes cardiaques, un inconfort physiologique, perceptuel, on sent plus agité, une augmentation de l'anxiété, de la détérioration de l'humeur.
Donc, c'est des références si ça vous intéresse. Puis moi, je suis toujours disponible à un courriel de réponse si vous avez des questions, des commentaires, puis vous voulez jaser de ça avec moi. Donc, merci de votre attention. J'espère que vous avez quand même trouvé ça un peu utile. Puis on peut prendre les questions. Il reste 7 minutes.